et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je vais procéder en deux temps aujourd'hui. Il y a deux volets dans cette conférence. Je vais d'abord parler du mirage populiste et nous faire remonter un peu dans le temps, mais vous verrez très vite avec beaucoup de clins d'œil sur une actualité beaucoup plus proche de nous. Et puis en un deuxième temps, donc dans un deuxième temps, si j'y arrive, je vais évoquer une question plus spécifique, qui est la façon dont des partis ou des formations populistes ou des leaders populistes un peu partout dans le monde conduisent non seulement à mettre en place des législations extrêmement régressives en termes de liberté et de droits fondamentaux, mais aussi à revenir sur beaucoup de choses et entre autres sur l'interdiction de la torture. Donc j'essaierai de comprendre comment, dans le fond, un monde gagné par le populisme, c'est un monde aussi dans lequel risque de se mettre en place des formes de relégitimation de la torture. J'avais deux possibilités ici pour évoquer dans le fond le populisme dans ce qu'il a de plus redoutable et de plus grave. J'avais la torture, dont je parlerai, et j'en avais une autre sur laquelle j'ai déjà beaucoup écrit, qui est évidemment la peine de mort. Quand un leader populiste arrive au pouvoir, son arrivée au pouvoir est toujours accompagnée, surtout dans un monde alors je ne vais pas dire prétendument, mais dans un monde effectivement où se posent considérablement des questions de sécurité. Quand un leader populiste arrive au pouvoir et qu'il est arrivé au pouvoir notamment sur le fond d'un discours promettant des mesures extrêmes pour en finir avec l'insécurité, il y a toujours dans ces bagages quelque chose comme ou la relégitimation de la torture ou la relégitimation de la peine de mort. Donc j'avais le choix entre vous parler de la peine de mort ou de la torture, et c'est donc de la torture que je vais parler. Mais je vais remonter quelques années en avant, et je vais remonter aux élections présidentielles en France de 2012. C'était en 2012. Alors je vais faire un truc que j'ai quand même jamais encore fait dans une conférence. Je vais citer tout à l'heure un discours de Nicolas Sarkozy dans une conférence. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie, mais ça je ne l'avais pas encore fait. Donc c'était en 2012. Et Nicolas Sarkozy, nouvellement déclaré candidat à sa propre succession, donnait le ton de sa campagne. Et il souhaitait, disait-il, j'ouvre les guillemets, rendre la parole au peuple. Il souhaitait rendre la parole au peuple. Il ne serait pas le candidat des élites, et avec elles, et j'ouvre encore des guillemets, ces corps intermédiaires qui prétendent parler au nom des Français et qui, en réalité, confisquent leurs paroles. Et donc, soudainement, s'imposait à lui, au bout de 5 années d'exercice du pouvoir, la nécessité d'entendre la voix de ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de la prendre, la parole, ou qu'on n'aurait pas suffisamment écouté, comme si leur présence dans l'espace public était une nouveauté, comme si dans la rue et ailleurs, par tous les moyens, ils n'avaient jamais cessé, durant les 5 années précédentes, entre 2007 et 2012, de donner de la voix, justement, de protester, sans être pour autant écoutés, comme si cette voix, justement leur voix, n'avait pas été incessamment contournée, minimisée, caricaturée, dépréciée, soupçonnée de se prêter à toutes les instrumentalisations possibles par ceux-là même qui prétendent s'en réclamer. Donc le populisme, c'est toujours d'abord un mouvement qui prétend redonner la voix au peuple la voix qui lui a été confisquée. Alors c'est très étrange quand le populisme vient, quand le discours populiste vient de quelqu'un qui a d'abord été au pouvoir. Parce qu'on se demande pourquoi il a attendu 5 ans pour la redonner, cette voix et cette parole, si elle a été confisquée. Donc c'est là que je cite notre ancien président dans le texte. Je cite, donc c'est le discours d'Annecy du 16 février 2012. Ces hommes et ces femmes, et vous allez voir, c'est étonnant, parce que c'est 6 ans et demi
avant le mouvement des Gilets jaunes. Et écoutez, ces hommes et ces femmes qui ont envie de dire non pour exprimer leur détresse et parfois leur colère, il faut les respecter, disait Nicolas Sarkozy. Ces hommes et ces femmes qui ont envie de dire non pour exprimer leur colère et parfois leur détresse et parfois leur colère, il faut les respecter, il faut les écouter, il faut s'efforcer de les comprendre et de répondre à leur aspiration profonde et au changement. Fin de citation. Alors imaginons qu'il se soit trouvé dans la salle un esprit chagrin que ce discours n'aurait pas conquis avant même d'avoir été prononcé, comme il est de coutume dans les meetings électoraux. Il eût pu poser cette question malicieuse. Rendre la parole au peuple. Mais qui la lui a prise? Pour la lui rendre, il faut qu'il l'ait perdue. Qui la lui a confisquée? Et d'abord, de quel peuple parle-t-on? Et à quoi le candidat eût sans doute répondu qui les lui a prises? Mais voyons, les corps intermédiaires, bien sûr, les élites intellectuelles, politiques et médiatiques, les représentants élus, les délégués syndicaux. Tous, en quelque sorte, sauf lui, le président candidat, qui serait seul à même de redonner sa place au peuple. Ça, c'est la prétention de tout leader populiste avant les élections. Le président candidat qui serait seul à même de redonner sa place au peuple, qui aurait rendez-vous avec lui. Tous les mots ici comptent, parce que le populisme, c'est ça aussi, c'est l'idée d'un rendez-vous avec le peuple. Qui aurait rendez-vous avec lui, qui se présenterait seul face à lui, donc sans les corps intermédiaires, sans les partis, sans tout ça, qui aurait mieux que tout autre, mieux que tout le monde, et là, c'est l'expression à laquelle je tiens et que je vais beaucoup, qui aurait la capacité de ventriloquer sa voix. Alors, j'étais très content le jour où j'ai trouvé ça quand même. Je me suis dit, quand même, c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est qu'un leader populiste, de droite ou de gauche, hein? Un leader populiste, c'est quelqu'un qui prétend avoir le pouvoir de ventriloquer la voix du peuple, sans autre médiation que sa propre personne. Parce qu'en vérité, la parole n'est jamais rendue. La parole n'est jamais rendue. Nulle concertation, nul débat participatif ou autre ne la fait émerger. C'est-à-dire que rendre la parole au peuple, ou s'imaginer que la parole est rendue au peuple, c'est toujours déceptif. Pour le peuple, c'est toujours une expérience déceptive. C'est toujours la force d'une déception. Ça a toujours la force d'une déception. Car en vérité, la parole n'est jamais rendue, nulle concertation, nul débat participatif ou autre ne la fait émerger. À supposer que descendre dans la rue, vous voyez comme c'est état, parce qu'on est là dans le... Je vous avais promis que je parlerais du mouvement des Gilets jaunes. On y est. À supposer que descendent dans la rue des dizaines ou des centaines de milliers de manifestants, à supposer qu'une pluie de pétitions parvienne à l'Élysée, il n'est pas sûr que leurs revendications trouverait davantage d'écho aujourd'hui qu'hier. Et donc si la parole est rendue au peuple, c'est toujours dans des limites très partiales. Et cela vaut de tous les candidats. Le principe d'une campagne électorale, avec ses meetings savamment orchestrés, ses prises de parole médiatiques, ses déclarations, ses débats entre candidats, c'est bien davantage que la parole du peuple n'y a plus sa place. Ce ne sont pas les rares émissions minutieusement préparées qui la sollicitent et l'encadrent, le cas échéant, qui changent grand-chose à l'affaire. Donc elle a pu, cette parole, avoir sa place en amont de façon très inégale et souvent très illusoire. Elle ne la retrouvera que le jour de l'élection, cette fois-ci dans une parfaite égalité, quand on met son bulletin dans l'urne, car c'est alors seulement le jour J que toutes les voix se valent. C'est ça le problème de la démocratie. Et c'est pour ça que la démocratie fait le lit du populisme. C'est que toutes les voix ne se valent qu'un jour, tous les 5 ans, tous les 6 ans ou tous les 7 ans. C'est seulement le jour J, comme on dit, que toutes les voix se valent, qu'elles soient ignorantes ou éclairées, révoltées ou disciplinées, libres ou encadrées. Et donc, entre-temps, pour capturer ces voix, entendues comme suffrage,
ces voix qui seront toutes égales seulement le jour J, le jour de l'élection, pour capturer ces voix, il aura fallu ventriloquer la voix du peuple. Voilà. Il aura fallu ventriloquer la voix du peuple, parler en son nom, lui dire ce qu'il souhaite entendre, c'est-à-dire ce qu'on suppose qu'il pourrait dire lui-même, faire les propositions dont on imagine qu'il pourrait lui-même les formuler s'il en avait le pouvoir. Autrement dit, parler selon ses désirs. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle populisme, en réalité, ce qu'on appelle populisme, eh bien, il n'est pas d'élection au suffrage universel qui en fasse intégralement l'économie. Il n'est pas de candidat qui puisse espérer être élu s'il ne ventriloque pas sa voix. Et c'est ça qui s'est imposé de plus en plus. C'est ça qui dessine aujourd'hui la scène des démocraties contemporaines. C'est que personne n'imagine pouvoir être élu s'il ne ventriloque pas la voix du peuple. Si à un moment, il ne fait pas mine de la porter. Sauf que, voilà, il n'est pas de candidat qui puisse être élu s'il ne ventriloque pas sa voix. Sa voix. Mais la voix de qui? Quelle voix? Et là, on en revient à la question que je posais en commençant, qui est absolument cruciale si on veut comprendre à la fois ce qu'est le populisme et quel risque il fait peser sur la démocratie, c'est de quel peuple parle-t-on quand on prétend rendre la parole au peuple? De quel peuple parle-t-on quand on prétend rendre la parole au peuple? Quel sens donne-t-on ou entend-on donner au mot peuple? Et si je veux pousser un peu plus loin la question, je pourrais me dire quelle représentation, quelle construction, quelle fiction, quel fantasme se trouve impliqué dans cette restitution, dans cette idée de rendre la voix au peuple. Alors, à supposer que je veuille maintenant, avec vous, affiner un peu le concept du populisme. C'est-à-dire, contrairement à ce que je viens de dire, réserver finalement l'emploi du mot, l'emploi du terme populisme. Donc j'ai commencé par vous dire, dans le fond, tous les candidats, au moment de l'élection, ils sont un peu populistes. Il faut tous qu'ils ventriloquent la voix du ventriloque. Je pense que c'est devenu la réalité. Ça ne l'a pas toujours été. Et je marque pourquoi je suis parti de l'élection de 2012, parce que ça m'a semblé particulièrement vrai en 2012. Je pense qu'il y a des effets, il y a quelque chose qui, en tout cas en France, a basculé à ce moment-là. C'est une élection qui, de ce point de vue-là, ne ressemble pas à celle qu'il y avait eu avant. Donc, maintenant, j'ai commencé par vous dire, dans le fond, populisme, si ça veut dire ventriloquer la voix du peuple, tout le monde le fait au moment des élections. Il n'y a pas de candidat qui puisse espérer être élu autrement. Mais maintenant, si je veux réserver l'emploi de populisme pour désigner une façon bien particulière de ventriloquer la voix du peuple. Cette façon que je vais tâcher de décrire. Une façon particulière de ventriloquer la voix du peuple, eh bien, c'est à la question qui est populiste que je vais chercher à répondre. Et pour répondre à la question qui est populiste, c'est très simple. Je vais me demander quelle voix celui qui ventriloque la voix du peuple décide de ventriloquer. Eh bien, pour répondre à la question qui est populiste, il faut répondre à cette question, mais de quelle voix parle-t-on? La voix de qui? Parce que l'essence du populisme, ce n'est pas seulement de prétendre parler au nom du peuple et de s'adresser à lui directement dans un face-à-face qui trouve sa légitimité, qui ne trouve sa légitimité qu'à critiquer toutes les médiations, notamment institutionnelles, à récuser donc tout ce qui pourrait venir s'interposer entre celui qui parle
et ceux dont il entend porter la voix. Et ça, vous avez des critères très nets. C'est-à-dire quand vous avez un leader, quand au moment d'une élection, vous avez un leader charismatique qui commence à s'imposer, qui veut être tout seul, c'est-à-dire qui veut vraiment être tout seul, qui commence à critiquer les journalistes, qui commence à critiquer les magistrats, qui commence à critiquer les syndicats, qui commence à critiquer, dans le fond, tous les corps intermédiaires possibles, imaginables. Alors, s'il est de droite, il va plutôt critiquer les syndicats. Voilà. Bon, quand vous avez un leader qui commence à critiquer tous les corps intermédiaires, tout ce qui pourrait venir s'interposer entre lui et le peuple, alors on a effectivement affaire à un leader populiste. Mais l'essence du populisme, ce n'est donc pas seulement de prétendre parler au nom du peuple, de s'adresser à lui directement, de récuser donc tout ce qui pourrait venir s'interposer entre celui qui parle et ceux dont il entend porter la voix, c'est au moins autant de diviser et d'exclure. C'est au moins autant de diviser et d'exclure. Et voilà la ligne de partage. Voilà ce qui me permet de désigner des leaders comme populistes et de dire que tous ne sont pas populistes. Et de dire que tout, et donc de ne pas tout mettre sur le même plan. La ligne de partage, elle tient à la représentation du peuple, invoquée, mobilisée, imposée, martelée à coups de slogans, de formules et d'images toutes faites par la rhétorique populiste. Comme vous savez, c'est très compliqué la notion de peuple. On peut dire que le peuple, elle peut désigner trois choses différentes, la notion de peuple. Alors, je ne vais pas faire un cours ici de philosophie politique, ce n'est pas le lieu ni le moment, mais il y a trois façons de penser le peuple. Et qui ont beaucoup à voir avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Elle peut désigner, en un premier sens, le peuple, qui est le sens rousseauiste, c'est celui du contrat social. Elle peut désigner le corps des citoyens, ce que Rousseau appelait le souverain, c'est-à-dire le corps des citoyens dont la volonté générale est indivisible. Donc le peuple, c'est l'ensemble des citoyens, sans distinction de classe, de race, de culture, de quel corps, de quel soit. C'est le corps des citoyens. C'est ça le peuple. Non. Elle peut signifier aussi une communauté, le peuple, ça venait, qu'unirait une histoire et une culture commune. Autrement dit, une identité, avec toutes les variantes que sa circonscription peut impliquer. Et là, on a évidemment une détermination du peuple qui est exclusive. Ce n'est pas du même peuple dont on parle. Parce qu'à ce moment-là, on va le définir par la langue, par la religion, parfois, par les mœurs, par la civilisation, etc. Donc il y a déjà une différence énorme entre une première compréhension du peuple qui est simplement le corps des citoyens sans distinction particulière, ou, au contraire, une communauté définie par une identité de langue ou de culture, de religion, une histoire commune, des mœurs, etc. Et évidemment, là, on sait très bien qu'on peut se trouver très vite sur des voies extrêmement dangereuses, exclusives, discriminantes, terribles. Et puis enfin, il y a un troisième sens du mot peuple qui est très important. C'est que le peuple peut renvoyer, la notion de peuple peut renvoyer à ceux et celles qui n'ont jamais part au pouvoir. Ceux dont précisément on n'entendrait pas suffisamment la voix ou dont on n'entendrait jamais la voix. Les classes populaires, la plèbe, le petit peuple, voire les misérables au sens de Victor Hugo par opposition aux élites, c'est-à-dire ceux dont la voix ne compte pour rien, sauf précisément au moment des élections où elle est soudainement et comme par miracle l'objet de toutes les attentions. Donc quand on dit rendre la voix au peuple, de quel peuple parle-t-on? De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle du corps des citoyens? Est-ce qu'on parle du peuple identifié à une culture commune, à la disponibilité d'une culture commune au sens large, ou est-ce qu'on parle du peuple au sens du petit peuple, des misérables, des exclus, des sans-pouvoir, etc. Eh bien, le propre du populisme,
comment se laisse-t-il comprendre? Eh bien, il se laisse comprendre d'abord et avant tout comme une confusion. De quelque façon qu'il se décline, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en France, que ce soit en Italie, pour ne citer que quelques exemples, eh bien, de quelque façon qu'il se décline, il revient à confondre ou à faire semblant de confondre le peuple comme corps des citoyens avec l'un ou l'autre des deux sens opposés. Soit le peuple comme identité historico-culturelle, soit le peuple comme classe populaire. Donc l'opération du populisme, c'est de dire je parle au nom du peuple, comme si je parlais au nom de tout le corps des citoyens, mais ce faisant, j'identifie le corps des citoyens à une catégorie particulière du peuple. C'est-à-dire je confonds le peuple comme corps des citoyens et le peuple comme identité culturelle, historico-culturelle déterminée ou comme classe sociale. Plus précisément, le propre du populisme, et donc ça produit surtout des exclusions. C'est-à-dire que ça suppose qu'au moment même où moi, leader populiste, je parle au nom du peuple, au moment même où je parle, il y a tous ceux qui n'en font pas partie. Il y a tous ceux qui vont s'en trouver d'emblée exclus. C'est pour ça que le populisme, c'est un discours qui prétend parler au nom du peuple, mais qui est par définition nécessairement exclusif. Pour le dire encore autrement, que ce soit pour certains, le populisme consiste à revendiquer le droit de parler pour tous à partir d'un point de vue particulier. C'est-à-dire en incarnant la voix exclusive et discriminante qu'il prétend porter. La voix exclusive et discriminante qu'il prétend porter, c'est-à-dire soit celle d'une identité sauvée, historico-culturelle, socio-culturelle, etc., soit celle d'une classe secourue. Je vais, à titre d'exemple, m'attarder sur le premier, le populisme de droite, mais je pourrais parler très longuement aussi du populisme de gauche. Parce qu'il en est un, parce qu'il existe, parce qu'il y en a des exemples aussi en Amérique latine, il y en a aussi en France, en Italie, il y en a en Europe, etc. Il existe un populisme de droite et il existe un populisme de gauche. Le populisme de gauche est celui qui va prétendre parler au nom du peuple en identifiant le peuple à une classe populaire défavorisée, déterminée. Bon. Le populisme de droite, je ne les confonds pas, je ne les mets pas sur le même plan, ils n'ont pas la même gravité dans mon esprit, mais ça, c'est encore autre chose. Le populisme de droite, c'est beaucoup plus celui qui va prétendre, comme au Brésil, comme aux États-Unis, parler au nom du peuple, mais identifier le peuple à l'identité qu'il s'agit de sauver. Les Blancs aux États-Unis, même certaines catégories de Blancs aux États-Unis, et une certaine catégorie sociale aussi au Brésil, etc. Je vais m'attarder sur le premier, donc plutôt sur le populisme de droite, bien que les deux populistes soient souvent présents dans les dernières élections. Le populisme de droite, donc, se présente souvent comme un populisme national ou nationaliste, xénophobe, identitaire et sécuritaire, qui prétend défendre, au nom du peuple, les valeurs de la nation, son intégrité, sa culture, son histoire supposée menacée. Et sa recette est toujours la même. Il commence par désigner ceux et celles, ça c'est, vous pouvez prendre n'importe quel exemple de populisme, n'importe où dans le monde, c'est la même recette, ça fonctionne de la même façon. Il commence par désigner ceux et celles qu'il estime constituer un danger pour tous les autres. Il divise donc. Il prétend parler au peuple, au nom du peuple, mais il commence par le diviser. Il divise donc et il isole. Mais ce n'est pas tout, car cette division et cet isolement ne se font jamais sans arrière-pensée. Le populisme, en effet, ne cible jamais que ceux et celles que le cible, quand je dis cible, c'est-à-dire exclu. Voilà. Ne cible jamais que ceux et celles que l'opinion commune lui semble prête à tenir pour responsables de toutes les difficultés et de tous les maux qui affectent
la société. Donc, vous voyez, je vous donne plusieurs définitions, plusieurs approches successives du populisme. Donc en voilà une autre, après toutes celles que je viens de donner. En voilà une autre. Eh bien, ce qui fait l'essence du populisme, c'est que c'est toujours un calcul de la cible. C'est toujours un calcul de la cible. Ça peut être les étrangers, les sans-papiers, les émigrés, les homosexuels au Brésil, les assistés, les chômeurs, les délinquants, les récidivistes, les malades mentaux. Tous ceux donc contre lesquels il devrait être possible et profitable de retourner une partie de cette opinion. Cette stratégie, comme chacun sait, fait depuis toujours le lit des partis d'extrême droite. Elle fait depuis, en général, le lit de tous les partis populistes. Le pari du populisme, le pari des leaders populistes, des formations populistes, leur pari sur l'avenir, c'est qu'un jour, le retournement sera tel qu'ils rallieront enfin la majorité des suffrages. Il n'y aura plus alors d'obstacle à leur vision discriminante de la société, pas plus qu'à leur politique d'exclusion et d'élimination des cibles. Parlant au nom de tous, ils auront enfin les moyens, ce sera leur rêve d'arriver au pouvoir, enfin les moyens d'imposer au peuple supposé indivisible les mesures nécessaires pour que la réalité s'accorde à cette vision d'une société unie. Et unie, ça veut dire homogène, et ça veut dire épurée. Je répète, parlant au nom de tous, ils auront voilà, le rêve d'avoir enfin les moyens d'imposer au peuple supposé indivisible les mesures nécessaires pour que la réalité du peuple, s'accorde à cette vision, à leur vision d'une société unie, homogène, épurée. Autant dire qu'un tel calcul, et c'est une autre dimension encore du populisme que je vous demande de retenir, autant dire qu'un tel calcul n'est pas dépourvu d'une portée, je pourrais dire messianique, mais le mot est un peu correct, je dirais prophétique. Le populisme, c'est de vous annoncer le peuple à venir. C'est pour ça que c'est redoutable. C'est pour ça que c'est terrible. C'est de vous dire à quoi le peuple devrait ressembler, ce que devrait être le peuple. Voilà ce qui le rend si redoutable. Il prend d'emblée la forme d'une promesse très particulière, d'une promesse qui va consister à faire coller la réalité avec l'objet d'un fantasme. Il y a le fantasme de ce que devrait être le peuple, et il y a la volonté de faire coller la réalité à ce fantasme. Et donc c'est une promesse qui ne trouve jamais autant d'occasion d'être formulée que dans le temps des élections. Je ne sais pas si vous avez suivi de près les élections au Brésil, il y a un peu plus d'un an maintenant, il ne faut pas oublier. C'était plein de promesses, le discours de Bolsonaro. Il n'a pas été élu par hasard. C'était plein de promesses. C'était la promesse quand même de redonner au peuple son identité. Et ce n'était pas n'importe quel peuple. Et ce n'était pas n'importe quelle identité. Et donc c'était une promesse qui est, comme en réalité un peu toujours toutes les promesses, parce que ça fait partie de la... Je ne veux pas non plus maintenant vous faire un cours sur la promesse, même si j'adorerais le faire, mais la promesse, c'est toujours en même temps une menace. La promesse, elle porte toujours en elle la puissance, le risque, le spectre d'une menace. Donc c'est toujours la promesse menaçante d'un peuple à venir. Restauré dans son identité, restauré dans ses droits, restauré dans tout ce que vous voulez. Eh bien, s'il fallait avancer une seule raison de prendre les élections au sérieux, de s'inquiéter de leurs résultats, en récusant l'idée fallacieuse que toutes les issues se valent, elle tiendrait au fait qu'un tel scénario ne peut être tenu en toute tranquillité, en toute sécurité pour improbable. Donc je pense que si vous êtes venus assez nombreux ce soir, intéressés par cette question du populisme, c'est qu'elle nous fait peur. C'est qu'on ne peut pas exclure qu'il arrive un jour au pouvoir.
qu'on a envie de comprendre ce que c'est, parce qu'on sait que le populisme peut arriver au pouvoir par le biais des élections. D'abord, il n'est pas exclu que de telles propositions, ces propositions qui voudront faire correspondre le peuple à une réalité, voulons faire correspondre la réalité du peuple à son fantasme, il n'est pas exclu que de telles positions et les propositions qui vont avec s'imposent sur la scène politique. Le propre du populisme de droite, nationaliste et xénophobe, qui va dire que c'est pas ce qui s'est passé quand même, et qu'il tire à lui les partis conservateurs. Il les pousse à jouer la même partition pour rallier les électeurs susceptibles d'y trouver leur compte. Il en résulte ce que j'ai pu appeler ailleurs, dans un livre antérieur, la sédimentation de l'inacceptable. Celle-là qui fait depuis toujours le lit des consentements meurtriers. Eh bien, de quoi s'agit-il ? De l'extraordinaire qui finit par devenir ordinaire, au point qu'on ne s'étonne pas, qu'on ne s'indigne plus de rien, un peu comme dans les récits de Kafka. C'est pour ça que le populisme nous fait si peur aujourd'hui, parce que de quoi s'agit-il ? Eh bien, de la violence de ces discours, de ces représentations, qui imposent insidieusement l'image dépréciative, sinon haineuse, qu'ils donnent des cibles qu'on rappelait à l'instant, toutes ces cibles que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis surtout, de la lente et progressive insinuation que des mesures extrêmes, des mesures de plus en plus discriminantes, attentatoires à la dignité comme aux droits et aux libertés fondamentales, seraient nécessaires et légitimes. Et c'est pour ça que dans un instant, je vais vous parler de la torture et du monde tortionnaire. Au nom de la défense des valeurs et de l'identité, on n'aurait d'autre choix que de revenir sur des droits acquis, des protections et des libertés conquises par telle ou telle catégorie de la population. Parce que, voilà, le fin mot de l'histoire, c'est cela que le peuple, ce nouveau peuple, ce peuple à venir, défini par le partage de ses valeurs et de cette identité, demanderait et qu'il faudrait lui promettre. Maintenant, il y a encore une autre raison qui doit nous faire prendre au sérieux ces nationalismes populistes. Et il suffit pour cela de sortir ces élections, il fait des élections françaises, de leur contexte exclusivement hexagonal, en tentant de comprendre les élections à une autre échelle, à commencer par celle de l'Europe. Que se passe-t-il en Europe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est en train d'arriver aux démocraties européennes ? Il se passe que l'impuissance des États européens à soulager les citoyens d'Europe des multiples formes d'insécurité qui fragilisent leur existence les conduit à mobiliser un arsenal rhétorique inépuisable pour leur offrir de nouvelles cibles de substitution, en réalité toujours les mêmes, en compensation de cette impuissance. Par ce tour de passe-passe, ils retournent l'effet de leur impuissance, c'est-à-dire l'augmentation du chômage, l'explosion de la misère que traduit la multiplication des personnes sans abri, sans ressources, sous-alimentées, dépendantes des associations caritatives. Ils retournent l'effet de cette impuissance en atout. Ils se défaussent sur ces cibles de substitution, de la misère et de toutes les formes de vulnérabilité accrues qu'ils ne prendront pas les moyens de secourir. Une telle ruse prêterait à sourire si elle ne s'avérait redoutablement efficace, car il arrive que cet atout soit gagnant. Dans un opuscule intitulé « Sarkozy, pire que prévu, les autres prévoient le pire », Alain Badiou, le philosophe Alain Badiou, c'est un opuscule qui date de 2012.
Alain Badiou renouvelait, je pense qu'il va faire la même chose encore, renouvelait son injonction désormais coutumière de se détourner du processus électoral. Il revendiquait une pensée politique dont le vote serait purement et simplement absent. Mais c'est oublier que par ce processus, le vote, le pire peut effectivement se produire. Et c'est aussi par ce seul biais, le vote, qu'il est possible de l'empêcher. Sauf à considérer que tout se vaut ou encore que tout est égal sur l'échiquier électoral. Supposons une seule seconde qu'au titre d'une telle pensée, tous ceux que les promesses de l'une ou l'autre forme de ce populisme xénophobe ne séduisent pas, tous ceux qui en récusent la violence potentiellement meurtrière, s'abstiennent d'aller voter dans l'espoir d'un grand mouvement populaire encadré par une rigoureuse discipline. Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui pourrait arriver entre-temps? Eh bien, il arriverait peut-être que ce populisme s'installe durablement au pouvoir, y compris dans sa forme la plus extrême. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est difficile de faire un cycle sur la démocratie comme je le fais, sans faire un plaidoyer pour des élections démocratiques. Sans montrer qu'aujourd'hui, les élections démocratiques, c'est encore le seul rempart face au populisme. C'est-à-dire qu'on ne pourra empêcher le populisme. Le populisme risque d'arriver au pouvoir par les élections démocratiques, comme ça a été le cas au Brésil, comme ça a été le cas aux États-Unis, comme ça a été le cas en Italie, mais il ne peut être empêché d'arriver au pouvoir que par les élections aussi. Et il y a Et donc le fait que le populisme puisse arriver au pouvoir, il y a au moins un État d'Europe qui devrait nous inciter aujourd'hui à la réflexion la plus vigilante avant de renvoyer les élections aux oubliettes de l'histoire, comme on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est la Hongrie. C'est la Hongrie de Viktor Orban que de libres élections ont conduit au pouvoir. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de récuser le slogan « élection piège à con ». C'est de dire, dans le fond, élection piège à con, oui, si on ne va pas voter. Voilà. À supposer qu'on s'attarde sur les processus électoraux des dernières années, il conviendrait en effet de distinguer 3 cas de figure. Il y a d'abord celles qui ont souffert de graves irrégularités et dont la contestation des résultats donne lieu au siècle infernal de la protestation et de la répression. Comme c'est presque chaque fois le cas en Russie, par exemple. Truquées, faussées, ces élections nous apprennent toujours 2 choses. D'abord qu'aux yeux des systèmes autoritaires, le désir d'élections libres, dépourvu d'irrégularité, est un désir subversif. Il existe, comme je vais vous parler de la torture, j'abrège un peu cette première partie de mon exposé, il existe aussi des élections, c'est le 2e cas de figure, dont la légitimité et la régularité ne sont pas remises aux questions et qui conduisent effectivement au pire. Il y a alors 2 façons de les envisager. Soit on se dit qu'il aurait été préférable qu'elles n'aient pas lieu, sans avoir au demeurant le pouvoir de les empêcher, et sans préciser non plus ce qui devrait s'y substituer, sinon peut-être une hypothétique révolution. Soit on reconnaît que le pire pouvant arriver, toute abstention qui s'abstient de s'y opposer revient à le favoriser. Puisqu'il y a élection, dira-t-on alors, il faut voter, car quoi que d'aucuns fassent semblant de le penser, tous les résultats ne se valent pas. Autant dire que cette alternative est elle-même parlante. Ce que je veux dire par là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que l'abstention fait le lit du populisme. Voilà. C'est-à-dire le populisme aussi a pris une place considérable dans nos sociétés démocratiques européennes parce qu'il a comme meilleur allié l'abstention. Il a comme meilleur allié ceux qui se disent que les élections sont truquées, que les élections ne peuvent pas changer leur vie, qu'elles n'apporteront rien de meilleur. Il n'est pas sûr, effectivement, qu'elles apporteront grand-chose de meilleur, mais elles peuvent apporter nettement pire. Elles peuvent apporter nettement pire. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, effectivement, le plus grand soutien du populisme, c'est
l'abstention. Il faut voter, car quoi que d'aucuns fassent semblant de le penser, tous les résultats ne se valent pas. Autant dire que cette alternative est elle-même parlante. Elle signifie que loin d'être mécanique, le vote relève d'un calcul chaque fois que le pire est possible. C'est pourquoi le succès des populismes nationalistes et xénophobes en Europe n'est pas un argument contre le suffrage universel, mais en sa faveur. S'il est l'arme que leurs leaders utilisent pour parvenir au pouvoir, il doit être possible de la retourner contre eux. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'il leur apporte la victoire, sauf qu'à supposer que le vote du peuple est déjà captif. Mais pour supposer ainsi que tout est perdu d'avance et que par conséquent le populisme est imparable, parce que rien ne saurait contrer la puissance des affects qu'il mobilise, il faut postuler une image très singulière de ce même peuple. Il faut cesser d'avoir confiance en lui. Et donc c'est aussi ça le meilleur remède contre le populisme. Ce n'est pas la défiance à l'égard du peuple, c'est la confiance à l'égard du peuple. C'est la confiance à l'égard du vote démocratique. Alors je vais abréger ici, sauf comme je dis qu'il y avait 3 cas de figure, je vais quand même vous dire ce que c'est que le 3e cas de figure. C'est celui d'élection dont le résultat n'est pas contestable, parce qu'il n'est accompagné d'aucune irrégularité, ni le bourrage des urnes, ni trucage des chiffres, ni intimidation des électeurs ou des candidats, et dont l'issue ne génère aucune forme de violence particulière, ni bain de sang, ni arrestation arbitraire, ni élimination des opposés. L'élection alors ne se traduit pas, dans les semaines qui suivent la victoire des uns et la défaite des autres, par une restriction brutale des droits et des libertés, ni par l'incrimination brutale d'une partie de la population. Elle n'a pas pour effet d'imposer au peuple une doctrine avec un grand D, une idée avec un grand I, ou une vérité avec un grand V, à laquelle ils seraient tenus de se soumettre leur entendement et leur volonté. 2 traits, autrement dit, la distinguent des cas de figure précédents, les 2 que j'ai évoqués. La régularité, qui garantit seule la liberté du choix, et l'absence de violence, qui traduit de part et d'autre l'acception du résultat, en même temps qu'elle la rend possible. Ça, c'est la définition de la démocratie. Voilà la définition de la démocratie. Il y a véritablement démocratie quand on a des élections, dont la régularité garantit la liberté du choix, et donc la possibilité d'une alternance, et dont l'absence de violence qui leur fait suite, l'absence de mesures discriminantes, traduit l'acceptation du résultat en même temps qu'elle la rend possible. Donc il y a bien des façons de reconnaître une légitimité au processus électoral démocratique, à la démocratie, et aucune pourtant n'est plus convaincante que la violence qu'il est censé permettre d'éviter lorsqu'il est respecté. Donc voilà, c'est ça mon plaidoyer pour la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est le régime qui permet d'éviter la violence. C'est le régime qui devrait toujours permettre d'éviter la violence. Sans doute, le pire est toujours possible, et il arrive que les élections tournent mal. Nulle part le premier et le second des cas de figure que j'évoquais tout à l'heure ne sont exclus, mais les élections, donc les 2 cas de figure, c'est la fraude a priori et la brutalité a posteriori, mais les élections démocratiques n'ont pas d'autre principe que d'être un pari sur l'absence de violence. C'est ça qui définit l'élection démocratique. Voilà l'essence de la démocratie. Elles sont faites, les élections démocratiques qui définissent la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans élection démocratique. Les élections démocratiques, elles sont faites pour éviter la violence. Et lorsque partout dans le monde, il se trouve des hommes et des femmes pour les réclamer, ces élections démocratiques, dans la rue, au risque de leur vie, pour dénoncer les fraudes, la manipulation, la confiscation des résultats, c'est cet évitement qu'ils espèrent, et c'est à la paix civile qu'ils aspirent. Une paix
qui pour autant ne signifie aucune compromission avec l'oppression, aucune résignation à l'injustice. Donc je voudrais vraiment insister. Voilà pourquoi le populisme est une menace sur la démocratie, parce que le populisme, l'arrivée d'un parti populiste, l'arrivée d'un leader populiste au pouvoir n'offre pas ces garanties-là. Voilà pourquoi le populisme, arrivé régulièrement par des élections démocratiques au pouvoir, risque ipso facto, immédiatement, de confisquer la démocratie. Eh bien, cette essence pacifique du processus électoral, et il est essentiel de le rappeler, c'est très précisément ce dont ses opposants, ce dont les opposants à la démocratie n'ont que faire. Tous ceux qui crient élection, piège à con. Toute leur stratégie consiste à tout mettre sur le même plan en refusant de prendre en considération toute considération de cet ordre. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, la violence n'est pas leur problème. Dès lors qu'ils seront toujours prêts à lui trouver des justifications, sinon à consentir au meurtre que telle révolution estimerait nécessaire, l'idée que la démocratie en constitue la protection, ou mieux encore que sa légitimité est à la mesure de cette protection contre la violence, eh bien, n'a plus d'importance. Et voilà, dans le fond, ce qui est redoutable dans le populisme, c'est qu'il ne fait plus de l'élection, il ne perçoit plus dans l'élection la garantie de la paix civile, et il ne conçoit plus l'élection et le processus électoral essentiellement et fondamentalement comme une protection contre la violence. Alors j'en viens maintenant, si vous voulez bien, au deuxième volet de mon intervention aujourd'hui. J'ai dit que le populisme pouvait apporter le pire, que le populisme au pouvoir pouvait apporter le pire. Et ce qu'il peut apporter de pire, et je suis exactement dans la suite de ce que je viens de vous expliquer, c'est la légitimation de formes de violence que précisément les processus démocratiques avaient conduit à éviter. Il y en a deux normalement, en tout cas. Il y a deux formes, il y en a bien d'autres évidemment, mais il y a deux formes de violence extrême que les démocraties normalement devraient conduire à éviter. Il y a la torture, la légitimation de la torture, et il y a la peine de mort, mais comme vous savez, il y a beaucoup de démocraties dans le monde dans lesquelles la peine de mort est encore tout à fait opératoire. Et je vais parler ici, pour conclure, de ce que j'appelle le paradoxe de la torture. On aimerait que la torture fasse l'objet d'une indignation, d'une protestation, d'un refus unanime. On voudrait croire que la torture est de nature à discréditer aux yeux des peuples les gouvernants qui, avant d'être élus, l'annoncent à mots couverts aux électeurs dont ils réclament les suffrages, et une fois le pouvoir conquis, la dissimulent à peine, sinon la revendiquent, comme cette arme de dissuasion et de répression massive qui leur serait nécessaire pour extirper le mal de la société. Il y a plein de procès, que ce soit après l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil, après l'arrivée de Trump, il y a plein de discours, il y a plein de procès tentant à vouloir relégitimer le recours à la torture. On voudrait croire ceci. Comment comprendre alors que non seulement elle déclenche si peu de réactions de cet ordre, mais que, de façon plus inquiétante encore, elle semble si souvent faire l'objet, sinon d'un soutien explicite, au moins d'un consentement tacite d'une large partie de la population. Sa pratique systématique, la pratique de la torture, serait-elle un gage de la force, le signe que les dictateurs et autres dirigeants autoritaires se doivent d'envoyer à ceux qu'ils gouvernent pour les assurer de leur détermination à traquer leurs ennemis, à combattre le mal contre lequel ceux qui les ont précédés auraient fait preuve de faiblesse, sinon de complaisance. Auquel cas, leur redoutable habileté serait de comprendre que l'attente des citoyens, et c'est ça qui est inquiétant, tient moins
à ce respect des principes dont fait partie le refus inconditionnel de la torture, qu'à une pseudo-efficacité qui ne s'interdit aucun moyen pour parvenir à ses fins. Comme si ne pas exclure la torture, sinon même l'exhiber, était, voilà le paradoxe, de nature à rassurer. De nature à rassurer. Le mal, les ennemis, la complaisance, la faiblesse, je mets tous ces mots entre parenthèses, et je ne les mets pas en parenthèses de façon aléatoire. Dans le cadre de mes réflexions, la fonction de ces parenthèses entre lesquelles je les mets est de signaler qu'ils constituent, comme vous le savez, autant d'éléments récurrents des discours populistes, d'un discours qu'il importe, des éléments qu'il importe de prendre en compte pour analyser les procédés de justification et de légitimation qui permettent à la torture aujourd'hui de trouver de façon inquiétante un droit de cité dans de nombreuses sociétés, ou de retrouver un droit de cité dans de nombreuses sociétés. Ce discours ne vient pas de nulle part. Il n'est pas commun à tous les régimes politiques, même si il n'est aucun régime qui ne soit susceptible de s'y laisser prendre, distillant dans la société des formes de consentement à la torture qu'elle n'aurait sans doute pas imaginé pouvoir accepter ni cautionner auparavant. Je vais vous donner un exemple très simple, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, parce que là, je pense que si je dis ça, j'ouvre la boîte de Pandore. J'ouvre une énorme boîte de Pandore. Comment concevoir, quand même, que 17 ans, que 15 ans, peut-être 15 ans, oui, même pas 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y avait eu tant de tortures en Europe, tant de tortures en France, pas très loin d'ici, c'est-à-dire alors que la torture avait pu être éminemment identifiée à ce que le régime nazi signifiait, que 15 ans après, la torture ait pu être systématiquement pratiquée pendant la guerre d'Algérie et qu'elle ait suscité un si large consentement, même s'il y a eu bien sûr des grandes voix d'intellectuels pour s'y opposer, même si une partie de l'autre, mais quand même, 15 ans à peine après, la torture était relégitimée. C'est de ces processus de relégitimation-là dont je vous parle à présent pour donner à mes réflexions sur le populisme, finalement, et sur les dangers du populisme et sur le risque du populisme, évidemment, la tournure, je l'avoue, la plus dramatique qui soit. Donc ce discours de légitimation de la torture ne vient pas de nulle part, et il n'est pas commun à tous les régimes politiques, même si, encore une fois, comme l'exemple que je viens de donner le rappelle, il n'en est aucun qui ne soit susceptible de s'y laisser prendre, distillant dans la société des formes de consentement à la torture, qu'elle n'aurait sans doute pas imaginé pouvoir accepter ni cautionner auparavant. Que la torture ait été depuis toujours l'un des recours privilégiés des dictateurs et autres tyrans pour terroriser la population et étouffer dans l'œuf toute forme d'opposition devrait suffire à distinguer leur régime d'oppression de tout autre régime politique, à commencer par la démocratie. La démocratie, c'est un régime qui devrait, par essence, par définition, définitivement, récuser la torture. La paranoïa, propre au régime non démocratique, propre au régime de terreur, propre aux dictatures, propre aux tyrannies, la paranoïa, propre à tous ces régimes, induit en effet le soupçon qu'une telle opposition, une opposition, est toujours susceptible de se développer secrètement, qu'elle est en tout cas plus étendue qu'il n'y paraît. Elle génère le fantasme d'une menace cachée, d'un complot que les organes de sécurité se doivent de mettre au jour. Donc la folie meurtrière des régimes non démocratiques repose toujours sur la conviction que la sûreté de l'État ne devrait s'interdire aucun moyen pour extirper des consciences, arracher au corps ce que fait la torture, arracher au corps la vérité malveillante qu'il dissimule. Or, voilà ce qui nous arrive. Cette conviction est contagieuse.
cette conviction est contagieuse. La conviction que la sûreté de l'État ne devrait s'interdire aucun moyen pour extirper des consciences, arracher au corps la vérité malveillante qu'il dissimule. Cette conviction est contagieuse. Elle brouille aujourd'hui la frontière entre dictature et démocratie, de telle sorte qu'aucune société n'est à l'abri d'en venir insidieusement à consentir à la torture. Ce sont des candidats à des élections démocratiques et parfois des dirigeants démocratiquement élus qui la reprennent à leur compte. Mieux, elle constitue, cette conviction, pour certains d'entre eux, un élément de séduction de leur discours. Elle prend place dans l'arsenal qu'ils mobilisent pour convaincre les électeurs qu'ils ne reculeront devant aucune méthode de coercition pour éliminer leurs problèmes. Quels candidats, quels dirigeants? Eh bien, ceux, sans doute, que l'on englobe ordinairement d'un mot sujet à caution, on l'a vu, qui demande quelques précisions, sous le nom de populisme. Quoi qu'on pense en effet de l'usage légitime ou abusif qui peut être fait d'une telle dénomination, on en parlera peut-être tout à l'heure, il est un trait qui reste indéniablement constitutif des prises de parole, des programmes d'action, des mesures promises et souvent concrétisées qui caractérisent ce qu'on décrit sous le nom de populisme. Sa véhémence radicale, sa fascination de la violence, au service d'une pulsion de vengeance qui se pare des atours de la justice. Eh bien, c'est dans ce contexte très particulier que du Brésil à la Turquie, en passant par les États-Unis, et tant d'autres supposées démocraties garantes du respect des droits de l'homme, la tentation de la torture, quand ce n'est pas son exercice, mais tout aussi bien sa trouble séduction, doivent être analysées. Alors c'est quoi ce contexte? C'est quoi ce contexte qui entraîne la légitimation de la torture ou des discours visant à légitimer la torture? Eh bien, ce contexte, il convient de le décrire plus précisément. Il se concrétise partout dans le développement systématique d'une culture conjointe de la peur et de l'ennemi. Et parler de culture, c'est signaler qu'on aurait tort de considérer que le sentiment de peur que la population peut éprouver devant telle catégorie ou telle communauté d'individus, l'habitude qu'elle prend de les tenir pour des ennemis et sa volonté de les voir traités comme tels, en raison de leur appartenance particulière, est spontanée. Encore moins qu'elle repose sur un fondement naturel, ni même que l'histoire suffit à l'expliquer. Ces sentiments, donc, qui gouvernent la culture de la peur et de l'ennemi, au nombre desquels il faut compter non seulement la peur, mais également le ressentiment, la colère et pour finir la haine, sont toujours au moins en partie le résultat d'un calcul délibéré, celui d'une volonté idéologique et politique dont c'est l'intérêt de les voir se développer. Eh bien, c'est ce calcul qui sert de dénominateur commun au régime populiste que distinguent leur agressivité et leur ton vindicatif. Ils misent sur l'inquiétude engendrée par les différentes formes d'insécurité, matérielle ou symbolique, qui touchent la population dans une société donnée, pour se rendre crédible, en lui donnant une cible que distingue telle ou telle caractéristique particulière. Encore une fois, la couleur de la peau, la provenance, les migrants, la religion, les convictions politiques, c'est le gauchisme au Brésil, l'orientation sexuelle, l'homosexualité. Ce qui se produit alors suit immanquablement le même processus. Les individus ciblés selon leur appartenance sont non seulement présentés comme la source passée des maux actuels, mais ils apparaissent également comme une menace pour l'avenir. Défendre la société signifie, dès lors, la protéger par tous les moyens contre le péril que leur présence, leur action, leur influence, leur poids idéologique, politique et pour finir toujours démographique, largement fantasmé, représentent. Et donc voilà comment la culture de la peur s'articule à une culture de l'ennemi. Elle suppose que lentement mais progressivement, des façons de dire, des représentations, des éléments de langage, toute une caractérisation deviennent le vecteur d'une stigmatisation. Dans cette perspective,
les mouvements populistes n'ont pas l'exclusivité. Il est au bout du compte peu d'acteurs de la vie politique qui sachent se faire un principe intransigeant du refus de toute caractérisation de cet ordre. Et donc l'affaire est plus grave encore, parce que le propre du populisme, ce n'est pas seulement de se servir de l'inquiétude générale pour faire d'une cible déterminée l'objet de cette double culture de la peur et de l'ennemi, c'est de le faire, qui plus est, dans une surenchère permanente d'outrances verbales, d'invectives répétées, qui finissent par empoisonner toute la vie politique. S'il est vrai que des façons de dire et de penser, que ces façons de dire et de penser que je décrivais à l'instant amorcent ce que j'ai appelé donc la sédimentation de l'inacceptable, rendant précisément acceptable ce qu'on n'aurait jamais cru pouvoir accepter, par exemple la torture. Eh bien, le pas supplémentaire que franchissent les régimes qui se réclament de la torture, comme de la peine de mort d'ailleurs, consiste à parachever cette sédimentation de l'inacceptable en lui adjoignant une promesse de vengeance. C'est alors que sur le devant de la scène font leur entrée les rêves meurtriers d'une séparation, d'une sélection, d'une expulsion, et pour finir, comme le dernier pas de cette logique toujours sanguinaire, d'une élimination radicale, c'est-à-dire d'une éradication. Alors qu'en est-il maintenant de la torture? Comment comprendre que cette logique ne soit pas seulement meurtrière, mais également tortionnaire? Eh bien, deux ordres de réponse se complètent. Le premier renvoie à ce qu'on suggérait plus haut, ce que je suggérais plus haut, à savoir que l'ennemi ne se décline pas seulement au passé et au présent, en tant que responsable d'une situation donnée, la corruption des mœurs, le déclin de l'identité, la disparition des valeurs, etc., mais au moins au temps, au futur, sous la figure de ces projets malveillants. L'ennemi est d'autant plus à craindre qu'il complote une destruction, un renversement, dont le fantasme constitue le ciment premier de la peur. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le terme le plus usuel pour désigner cet ennemi est celui de terroriste. Il y a des vrais terroristes. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de dire... Il y a des vrais terroristes. Mais comme vous savez aussi, dans n'importe quel régime politique aujourd'hui, quand on veut désigner une opposition dérangeante et la disqualifier, on la disqualifie de terroriste. Pour le gouvernement hongkongais au pouvoir, les jeunes Kim Il-sung étaient des terroristes. Bolsonaro qualifie ses opposants de terroristes. Donc le terme terroriste a un usage très ambivalent. C'est un usage nécessaire parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on désigne effectivement comme terrorisme et comme terroriste. Mais c'est aussi un mot qui sert à bien des régimes politiques aujourd'hui pour disqualifier systématiquement toute opposition, quand bien même cette opposition a précisément pour objet de résister à la terreur de ces mêmes régimes. C'est-à-dire qu'un régime terrorise les opposants à sa terreur en les qualifiant de terroristes. Donc aucun terme n'est plus propice, plus parlant pour livrer à la vindicte populaire ceux dont, d'une façon ou d'une autre, la stigmatisation arrange les pouvoirs. Toute opposition, toute différence sera toujours susceptible d'être présentée comme le foyer d'une forme de terrorisme. Il suffit d'observer l'inflation du terme, comme je le rappelais à l'instant, sur tous les théâtres politiques, encore récemment dans la bouche des autorités pro-chinoises de Hong Kong, pour prendre la mesure de la caution qu'une telle appellation est censée apporter au gouvernement pour disculper à l'avance leur politique répressive. Encore faut-il que le supposé ennemi avoue ses intentions. Rien de tel en effet qu'un aveu, de quelque façon qu'il soit obtenu, pour qu'une persécution, fût-ce à rebours, paraisse justifiée. S'il n'y a pas de culture de l'ennemi qui ne se fasse une arme des mots qu'elle prête à ce dit ennemi, ces mots porteurs d'intentions néfastes, eh bien, des formules, des sentences symptomatiques de sa malveillance, qu'elle va lui prêter pour alimenter l'hostilité à son égard, eh bien, rien ne vaut pour obtenir le même résultat, la publicité que celle que le pouvoir parvient à lui extorquer.
Et voilà pourquoi la sédimentation de l'inacceptable menace in fine de faire le lit d'un univers torsionnaire. Plus les intentions de cet ennemi sont censées être maléfiques, plus elles sont soupçonnées de s'inscrire dans un plan général, de plus ou moins grande envergure, constituant une menace aussi bien pour la sécurité de l'État que la préservation des mœurs ou la sauvegarde de l'identité, plus les gouvernements et leurs appareils répressifs pourront présenter leur recours à la torture comme parfaitement légitime. Mais c'est ça le plus inquiétant. Alors là, après vous allez sortir de cette... mais déprimé, j'espère que vous avez quelque chose de bon à boire chez vous, parce que là, il faut un cordial, comme on dit. Parce que ce n'est pas le seul ordre de réponse. La torture ne se résume pas dans la volonté d'extorquer des aveux. Elle inclut une dimension supplémentaire autrement inquiétante qui est sa propre cruauté. Rien moins que le plaisir partagé de faire et de voir souffrir. Un monde torsionnaire, c'est un monde qui donne droit à cette forme de plaisir. Il ne suffit pas, en effet, de décrire et d'analyser les mécanismes grâce auxquels les gouvernements justifient la torture aux yeux des populations qu'ils gouvernent, ni leur motivation pour le faire. Il faut encore comprendre la complexité des ressorts qui font non seulement qu'au bout du compte, une large partie de ces populations l'acceptent, mais qu'en outre, elle prend un intérêt trouble aux souffrances que sa pratique implique. D'où vient donc la fascination qu'exerce sa cruauté? D'où vient la fascination qu'exerce la cruauté de la torture? Et c'est alors qu'il convient de s'avancer un peu plus dans l'analyse des régimes concernés. Leur succès, en effet, ne saurait s'expliquer par la seule véhémence de leur chef charismatique. Parce qu'après tout, leurs vociférations, leurs vindictes, leurs analyses grossières, celles de Trump, de Bolsonaro ou de tant d'autres, pourraient parfaitement tomber dans le vide. Comment expliquer dès lors l'écho contagieux qu'ils rencontrent un peu partout dans le monde, alors même que leur programme régressif annonce à l'avance des mesures attentatoires aux droits et aux libertés fondamentales, contraires donc aux grands principes apparemment constitutifs d'une culture démocratique? Comment ont-ils pu être élus? Eh bien, la légitimation de la torture n'est-elle pas le paradigme même de ces régressions que toutes, à commencer par la mémoire des dictatures du passé, et songeons là au cas du Brésil, devraient les conduire à refuser? Comment, si peu de décennies après la fin de la dictature au Brésil, un candidat comme Bolsonaro a-t-il pu être réélu en dépit de toute la véhémence de son discours, en dépit de toutes les promesses de violence que contenait son programme électoral à l'encontre des uns ou des autres, ce que précisément j'appelais tout à l'heure en disant que c'était l'essence de tout populisme que d'en fabriquer ses cibles. Donc comment expliquer l'écho contagieux des populismes partout dans le monde, alors même que leur programme régressif annonce à l'avance ces mesures attentatoires? Et pourtant, rien n'y fait. Et l'impression se confirme d'année en année qu'il existe dans le monde de moins en moins d'endroits, s'il en est encore, que leur culture politique protégerait à coup sûr d'un tel retour en arrière. J'aurais fait cette conférence il y a 20 ans, je l'aurais pensé. J'aurais dit, bon, d'accord, il y a des pays à l'abri, il y a des pays avec de très très vieilles, solides cultures démocratiques qui sont à l'abri, les États-Unis, la France, quelques autres, etc. Et pourtant, l'impression se confirme d'année en année qu'il existe dans le monde de moins en moins d'endroits, c'est-à-dire que leur culture politique, et quelle culture démocratique, protégerait à coup sûr d'un retour en arrière, d'un tel retour en arrière. Il n'y a plus de société refuge où l'on pourrait s'imaginer que subsistent dans les cœurs et les esprits des verrous assez puissants pour s'opposer à une telle régression.
est-ce que ce serait le signe d'un mal-être ou d'une misère? Il n'est pas inutile de relire dans cette perspective quelques pages du livre de Freud, Malaise dans la civilisation. Ce que ces analyses nous apprennent, les analyses de Freud nous apprennent, c'est que le travail de la civilisation consiste fondamentalement à refouler ces trois pulsions primitives que sont l'inceste, le cannibalisme et ce qu'il appelle le plaisir-désir de meurtre. Cela revient à admettre qu'il existe dans la nature humaine, sinon un goût du sang, du moins une poussée de violence à laquelle l'appartenance à une société donnée nous contraint de renoncer. Et ce qui importe alors, ce sont les compensations symboliques et matérielles qui sont offertes pour rendre ce renoncement acceptable. Si elles disparaissent, si la société semble n'avoir rien à offrir, sinon l'entretien de la misère, c'est tout l'édifice qui se trouve fragilisé. Les frustrations sont telles qu'il suffit alors d'un rien pour que l'appel de la violence, avec ce que la libération de la cruauté lui donne de plaisir, reprenne ses droits. On ne saurait minimiser la puissance de cet appel, rien ne l'éradique jamais, et voilà ce sur quoi la véhémence populiste fait fond. Tout se passe partout dans le monde comme si, intuitivement, elle tirait profit du constat que Freud dressait dans les termes suivants, je cite, « Lorsqu'une civilisation n'est pas parvenue à dépasser l'état où la satisfaction d'un certain nombre de participants présuppose l'oppression de certains autres, de la majorité peut-être, et c'est le cas de toutes les civilisations actuelles, il est alors compréhensible que ces opprimés développent une hostilité intense à l'encontre de la civilisation même qu'ils rendent possible par leur travail, mais à laquelle ils n'ont qu'une part minime. » Et Freud ajoutait, il va sans dire qu'une civilisation qui laisse insatisfait un si grand nombre de participants et les pousse à la révolte n'a aucune chance de se maintenir durablement et ne le mérite pas non plus. Et c'était au début des années 30 que Freud écrivait ceci. Que fait le populisme? Il canalise cette hostilité en donnant au déchaînement de la violence, à la soif de vengeance que nourrissent ces frustrations, une cible déterminée. Cela suppose à chaque fois non seulement un arsenal de discours et de mesures discriminantes promises, mais au moins autant les signes de la violence qui rendront cette canalisation crédible. Eh bien, c'est dans cette perspective que s'inscrit la légitimation de la torture. Elle constitue pour le pire un élément de la crédibilité, au même titre que la peine de mort, dont le rétablissement ou le maintien figure également au nombre des mesures défendues, sinon promises, par la plupart de ces apprentis sorciers que sont les leaders populistes. Ce que je voudrais dire alors pour conclure, je voudrais rappeler pourquoi la torture n'est par principe et dans les faits jamais acceptable, sous aucune condition. Lorsqu'on s'interroge sur les critères de la violence, il en est un qui s'applique à tous les phénomènes qu'on s'entendra à considérer comme violents. C'est la réduction de celui qui l'a subi à l'état de chose, un matériau brut sur lequel s'applique contre sa volonté une force qui le fait souffrir. C'est le dénominateur commun de toutes les formes de violence. Alors là, je parle sur ce sur quoi j'ai passé mon temps à écrire depuis 15 ans, mais que ce soit les violences conjugales, les violences éducatives, et toutes les formes de violences politiques et les violences sociales, et toutes les formes de harcèlement moral et sexuel. Qu'est-ce qui est le dénominateur commun de toutes les formes de violence? Donc, encore une fois, la réduction de celui qui l'a subi à l'état de chose, un matériau brut sur lequel s'applique, contre sa volonté, une force qui le fait souffrir. Et la philosophie a un nom pour désigner ce procédé, elle parle de réification. Voilà pourquoi on peut faire de la violence le trait distinctif des discours et des régimes populistes. Tout ce qui relève en parole et en action de la construction d'une cible peut être en effet pensé sous ce terme. Enfermer l'autre, quel qu'il soit, non seulement dans une catégorie déterminée par sa différence,
sexuelle, ethnique, religieuse, politique, mais également dans le langage, l'enfermer également dans le langage qui caractérise, c'est-à-dire plus souvent caricature, dénigre, capture collectivement les individus dans cette différence, au détriment de leur singularité, c'est déjà réifier chacun d'eux. C'est faire de ceux qui sont ainsi visés l'objet brut auquel s'appliquent aveuglément les forces de l'idéologie, un matériau anonyme, malmené, blessé, humilié par le matraquage de ces discours. Qu'est-ce que la torture alors? Eh bien, rien de moins que l'acmé de cette réification, sa forme la plus accomplie, et à ce titre, comme le rappelle Jean Améry dans un livre intitulé Par-delà le crime et le châtiment, l'événement le plus effroyable qu'un homme puisse garder au fond de soi. Au premier critère que constitue la réification pour définir la violence, il en est un second, en effet, qu'il faut impérativement lui adjoindre pour comprendre ce que la torture détruit. S'il est vrai que chaque individu singulier, vous comme moi, chacun de vous comme moi, se définit par l'ensemble des relations qui le constituent, avec son corps pour commencer, puis l'espace, les objets, les êtres vivants auxquels il est relié et n'a cessé d'être relié depuis la naissance, eh bien toutes ces relations qui le constituent avec son corps, l'espace, les objets, les êtres vivants, toutes ces relations supposent un minimum de confiance pour que la vie reste vivable. Voilà l'essentiel. Nous avons besoin pour vivre de nous fier à notre corps et à ce qui nous entoure. C'est ce crédit que la violence détruit. C'est ce crédit que la violence détruit. Et c'est cette destruction que la torture pousse à des extrêmes qui font l'essence même de sa cruauté. Parce qu'elle a pour objet d'extorquer au corps qu'elle fait souffrir des paroles qui brisent sa résistance. Elle suspend d'un coup la confiance que celui sur lequel elle s'abat pouvait avoir simultanément et indissociablement dans le monde et dans l'intégrité de ce même corps qu'elle réduit brutalement, soudainement, à la douleur insoutenable qui lui est infligée de façon répétée. Le premier coup reçu, écrit Jean Améry, brise cette confiance dans le monde. L'autre, contre qui je suis physiquement dans le monde et avec qui je puis être seulement aussi longtemps qu'il ne transgresse pas la surface qu'est la frontière de ma peau, m'impose, en me frappant, sa propre corporalité. Il porte sa main sur moi et ce faisant, il m'anéantit. Je vais la relire, cette phrase, parce que je trouve que elle définit toutes les formes de harcèlement physique, de harcèlement sexuel. Et si je devais faire ce que j'ai promis de faire un jour, mais que je n'ai toujours pas fait, une conférence sur les violences conjugales, c'est de là que je partirais, c'est peut-être de cette phrase-là. Le premier coup reçu brise cette confiance dans le monde. L'autre, contre qui je suis physiquement dans le monde et avec qui je puis être seulement aussi longtemps qu'il ne transgresse pas la surface qu'est la frontière de ma peau, m'impose, en me frappant, sa propre corporalité. Il porte la main sur moi et ce faisant, il m'anéantit. La torture est un anéantissement de l'autre. Voilà pourquoi consentir à son exercice revient à faire un pas en arrière dans le nihilisme, qui consiste moins dans la négation ou le renversement de toutes les valeurs que, comme le savait Camus, dans la prolifération exponentielle de nos consentements meurtriers. In fine, c'est ce jeu dangereux que jouent les leaders qui encouragent et justifient la torture pour venir à bout des indésirables. Ils parient sur le déclin des principes humanistes ancrés que sont ces derniers dans le respect de l'intégrité des corps et dans la liberté des consciences, l'un et l'autre violés par la torture pour construire un monde à leur image. Quel monde ? Un monde tortionnaire où plus rien ne viendrait s'opposer à ce double viol dès lors qu'un intérêt jugé supérieur serait supposé le rendre nécessaire. Voilà, j'ai fini.